Le but de cette nouvelle vidéo est d'aller un petit peu plus loin au niveau programmation événementielle sur les notions donc d'objets graphiques et des événements qui sont liés à ces objets. Alors je vais commencer depuis le début cette fois-ci. Donc je vais demander de créer un nouveau projet. Pour cela, je choisis application de bureau, C#, je prends Windows Form et je vais lui donner un nom à ce projet. Alors je vais l'appeler film par exemple. Et bien sûr, vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer le projet. Et vous cliquez sur créer et vous attendez donc que le projet se construise. Alors je vais construire l'interface complète, comme ça vous allez pouvoir le faire aussi en direct de votre côté. Donc le formulaire, je sélectionne forme 1 et je vais lui donner comme nom, je vais l'appeler FRM film. Je vais pouvoir, alors si je tape correctement c'est encore mieux, voilà. Je vais même changer son texte. Et je vais l'appeler film. Voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est afficher un titre de film pour pouvoir l'ajouter dans une liste. Alors, je vais commencer par un label où je vais marquer titre. Je vais le positionner, voilà, dans ce coin-là. Puis, je vais mettre une zone de texte. Alors, mon texte, il est ici. Que je vais positionner. Voilà. Donc ce texte, je vais l'appeler, je vais le nommer texte et titre. Texte et titre. Ok. Ensuite, je vais mettre une liste. Donc j'ai besoin d'un listbox. Donc vous voyez qu'à chaque fois j'utilise, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, hein, les différents traits de positionnement qui permettent d'avoir des alignements parfaits de ce que l'on veut obtenir. Donc voilà ma listbox. Celle-là, je vais l'appeler donc LST titre, puisqu'elle va contenir les titres que je vais ajouter. Ok. En dessous, je vais ajouter un label qui va afficher à chaque fois le titre sélectionné. Alors celui-là de label, alors je vais essayer de l'aligner, voilà. Celui-là, je vais le nommer parce que je vais l'utiliser dans le code. Je vous rappelle que les labels juste informatifs, c'est pas la peine de les renommer. C'est le cas de ce label-là, un titre, on ne va pas l'utiliser dans le code. Par contre, ce label 2, enfin plutôt ce label-là que j'appelle LBL titre, qui contient pour le moment label 2, mais de toute façon ça va être effacé. Lui, par contre, je veux l'utiliser dans le code. Alors je vais l'aligner un petit peu mieux, voilà. Il me reste à ajouter des boutons. Alors je vais mettre un bouton ici que je vais redimensionner comme je veux. Voilà, donc ce bouton va permettre d'ajouter ce qui est saisi au niveau du titre dans la liste. Donc je vais l'appeler BTN ajouter et je vais changer bien sûr son texte où je vais pour le moment juste mettre ajouter. Voilà. De même, je vais faire un bouton supprimer lorsque je sélectionne un élément de la liste et que je veux le supprimer. Donc je vais mettre un bouton, alors je vais faire en sorte qu'il soit de la même hauteur que mon bouton ajouter, voilà, et qu'il soit de la même largeur. Et là je vais l'appeler donc BTN supprimer, et bien sûr au niveau du texte je vais mettre supprimer. Ok, je vais même rajouter un bouton pour vider d'un coup la liste. Donc, un nouveau bouton. Alors, pareil, je vais gérer sa hauteur, sa position et sa largeur. Et je vais l'appeler BTN vider. Et bien sûr, je change le texte du bouton. Et je vais mettre donc vider. Voilà, je vais juste redimensionner la fenêtre parce que je trouve qu'elle est un peu grande. Donc l'idée c'est de faire une taille qui correspond au contenu des différents objets graphiques.
Voilà, mon interface est terminée. Évidemment, j'enregistre et maintenant je vais pouvoir passer au code des différents événements et que vous compreniez mieux comment fonctionnent justement les différents événements et les manipulations des objets graphiques. Alors en fait, il y a 3 méthodes pour créer des événements. La première méthode, c'est celle que vous avez vue dans la vidéo précédente. C'est qu'il suffit de double-cliquer sur un objet graphique pour que le code soit généré automatiquement. Donc là, si je double-clique sur ajouter, je vais rentrer directement dans le code et vous voyez, btn ajouté clic a été rajouté et il suffit de mettre du code là-dedans pour que l'événement soit, pour que le code soit déclenché lorsque l'utilisateur va cliquer sur ajouter. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, alors cette fois-ci je vais utiliser un autre objet pour vous montrer, c'est tout simplement d'aller dans la liste des événements qui se trouvent ici. Donc si je clique sur événements, j'ai la liste de tous les événements et vous voyez qu'il n'y en a pas qu'un seul. Or, quand j'ai double-cliqué sur le bouton ajouter, par défaut il m'a créé la méthode événementielle sur l'événement clic que vous voyez ici. Et pourtant, il y en a beaucoup d'autres. Donc pourquoi il a pris celui-là? Parce qu'il considère que sur les boutons, l'événement par défaut, on va dire, le plus couramment utilisé, c'est le clic. Or, sur les zones de texte, vous voyez, par défaut, il se met sur Text Change, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et imaginons que je n'ai pas envie que ce soit sur Text Change, mais sur, par exemple, KeyPress. Donc à ce moment-là, je vais sur l'événement qui m'intéresse, donc KeyPress, et là, je vais tout simplement double-cliquer sur l'événement. Là, il m'a créé, vous voyez, la procédure événementielle qui correspond exactement à l'événement que je voulais. Donc ça, c'est la deuxième solution. Mais vous avez remarqué aussi qu'à chaque fois, il a mis des noms de procédures événementielles qui sont prédéfinis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il utilise le nom de l'objet, underscore, et puis le nom de l'événement. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que je peux très bien décider de mettre un nom de procédure événementielle de mon choix. Alors imaginons, je suis en train de créer des événements un peu n'importe comment, mais imaginons que celui-là, sur le label, j'ai envie de mettre un événement sur le clic sur le label, chose que évidemment je n'aurais pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer. La troisième méthode, donc je vais dans les événements de ce label, je vais sur le clic et directement dans la partie texte, je tape le nom que je veux donner à ma procédure événementielle. Donc par exemple, LBL titre, clic. Voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça, donc ça ne respecte pas exactement la normalisation imposée par Visual Studio. Et pourquoi pas? Et là, je valide. Eh bien, vous voyez, il m'a créé LBL titre, clic. Et si jamais je mets du code là-dedans, eh bien, il va s'exécuter lorsque je clique sur ce label. Alors vous allez dire, mais comment il fait pour reconnaître le fait que ce nom-là, c'est bien l'événement clic sur LBL titre? Est-ce que c'est parce qu'il y a marqué clic dedans? Pas du tout, j'aurais pu l'appeler Toto, la procédure, et ça aurait marché aussi. Donc d'où vient cette reconnaissance des noms donnés aux différents événements? Eh bien, ça vient d'une autre partie du code. Alors, je vais rentrer dans la partie, vous voyez ici, dans l'explorateur, vous avez le format designer, qui est en fait, si je l'ouvre, c'est en fait la partie de code qui est générée automatiquement par Visual Studio lorsque vous construisez l'interface. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois que vous créez des objets graphiques, donc une zone de texte, une liste, un bouton, etc., tout ceci va se générer dans cette partie-là. Donc, on retrouve, vous voyez, les déclarations des différents objets graphiques. Donc on a le premier label dont on n'a pas changé le nom parce que c'est celui qui contient juste le titre et on n'a pas besoin de l'utiliser dans le code. On retrouve TXT titre, LST titre, LBL titre, BTN ajouté, etc. Donc on retrouve les différents objets graphiques que l'on a créés. Remarquez aussi qu'en haut il y a marqué partial class FRM film. Et si je vais dans le code normal, où je dois écrire normalement le code de mon application, on retrouve partial class FRM film qui hérite de forme parce que c'est un formulaire, mais ça c'est un autre détail. Mais vous voyez qu'en fait notre classe est partagée en deux parties. Il y a une partie de la classe qui se trouve ici et une autre partie qui se trouve dans le designer. En réalité c'est la même classe. On pourrait très bien réunir le code des deux, mais bon, l'idée c'est Visual Studio sépare. Pourquoi? Parce qu'il génère automatiquement du code par rapport à votre construction d'interface, alors que là,
il vous laisse libre d'écrire le code que vous voulez mettre derrière les événements, faire des procédures non événementielles, etc. Donc cette partie de code, il n'y touche pas. Par contre, cette partie de code, en quelque sorte, il vous demande de ne pas y toucher. Enfin, en tout cas, c'est lui qui est censé tout gérer. Mais vous allez voir qu'on peut, de temps en temps, quand c'est nécessaire, toucher à cette partie de code. Alors, le code peut être rangé dans des régions. Donc, vous avez remarqué déjà peut-être les moins et les plus. Hein, si jamais je clique sur moins ici, il me réduit la partie qui est concernée. Donc là, je peux réduire par exemple tout le dispose et je peux l'ouvrir. Bon, eh bien, je peux faire pareil pour une région complète de code. Et là, si j'ouvre la région, vous allez voir que dedans, il y a tout simplement la méthode initializeComponent. Alors cette méthode, si je reviens dans mon code, elle est appelée ici, c'est-à-dire que dès la création de votre application, vous avez donc cette méthode qui s'exécute automatiquement, qu'on appelle en fait le constructeur de la classe, et qui va exécuter initializeComponent qui se trouve ici. Alors que fait cette méthode? Eh bien, elle va commencer d'abord par créer avec new. Elle va créer les différents objets de votre interface. Donc on reviendra sur cette notion de new plus tard. Une fois que ces objets sont créés, vous voyez, on a des commentaires qui permettent de les séparer les uns les autres. Chaque objet contient donc les informations que l'on a données lorsqu'on a construit l'interface graphique. Donc par exemple, si je prends texte et titre, j'ai entre autres sa position, hein, donc en ligne et en colonne. J'ai sa taille, qui est donc 148 points, 20 points, donc de large et de haut. Tab index, alors ça c'est une propriété qui permet de savoir dans quel ordre on peut se balader sur les différents éléments en utilisant la touche tab, tout simplement, hein, parce qu'on peut cliquer sur un objet, mais on peut aussi se déplacer avec la touche tabulation. On retrouve le nom de l'objet graphique, et puis regardez, on retrouve que sur le keypress, le fameux événement keypress qu'on a géré, on a donc un event handler qui est rattaché, c'est-à-dire une écoute d'événements qui est rattachée, et si jamais l'événement keypress est utilisé par si l'utilisateur va taper une touche donc dans la zone de texte et donc va déclencher cet événement, c'est cette procédure-là, donc texte et titre keypress, qui est exécutée. Donc vous voyez, c'est là qui va faire le lien en fait entre dans votre code le texte et titre keypress et l'événement qui est généré automatiquement dans cette partielle classe. Et de même, si je reviens sur sur LBL titre, vous remarquez que l'événement qui a été généré, il s'appelle LBL titre click. Donc si je change le nom ici et que je le change aussi ici, LBL titre click, à ce moment-là, il fera de toute façon le lien. Donc vous voyez que c'est important de voir comment est généré vraiment le code, et d'où l'importance aussi normalement de ne pas toucher à ce code-là, parce que vous pouvez avoir évidemment des surprises au niveau donc, du design et au niveau de l'exécution de votre programme. Alors justement, pour éviter des erreurs, on va voir comment on supprime proprement une procédure événementielle. Si jamais vous avez, parce que parfois on clique un peu rapidement sur une zone et ça crée une procédure événementielle. Donc par exemple, imaginons que j'ai double-cliqué par erreur sur LSC titre et je veux absolument pas, imaginons que je ne veuille pas cette procédure. Eh bien, pour pouvoir faire proprement les choses, il suffit de revenir ici, d'aller dans les événements et puis d'effacer tout simplement le texte qui a été généré, hein, le nom de la procédure événementielle, et vous validez et vous enregistrez. Et quand vous revenez dans votre code, eh bien, remarquez que la procédure a disparu. Et évidemment, elle a été effacée aussi dans le designer. Donc, à partir du moment où c'est vide, il n'y a pas de souci, vous pouvez facilement supprimer une procédure événementielle. Si jamais elle contient des choses, donc je recrée cette procédure événementielle, et puis là-dedans, je vais mettre n'importe quoi, donc du genre texte et titre, point texte, égale titre, aucune importance. Donc c'est juste pour vous montrer que j'ai écrit du code dedans, et puis je veux supprimer. Et bien si je reviens ici et que je refais la même manipulation qu'à l'instant, c'est-à-dire que je vais dans l'événement
et que je supprime donc tout ce qui a été écrit, je valide et j'enregistre, et que je reviens sur le code, vous voyez, la procédure est toujours là. Et là, on se dit, mince, l'événement n'a pas été supprimé. Et pourtant, si je reviens sur le designer et que je vais donc dans LST titre, vous remarquez qu'il n'y a pas d'événement. Alors que tout à l'heure, forcément, il y était. Hein. C'est-à-dire que si je refais un double-clic ici, donc là, il m'a créé une nouvelle procédure événementielle d'un nom différent. Donc il a mis -1 parce qu'il y en avait déjà une qui existait. Et si je vais dans le code du designer, vous allez voir que dans LST-titre, j'ai bien cette nouvelle procédure événementielle sur l'événement IndexChange. Et vous voyez que le nom, c'est bien -1. Donc il crée vraiment l'événement. Et si jamais je remets du texte à l'intérieur, je vais mettre un texte un peu différent. Donc je vais refaire texte et je vais mettre coucou par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai du texte dans cet événement, j'ai du code, et si je reviens ici et à nouveau j'enlève tout ce qui est écrit ici pour enlever l'événement, je valide, j'enregistre, je reviens dans forme, vous voyez que il est toujours présent, la procédure est toujours présente, et pourtant dans LST titre, dans la liste de titres, je n'ai plus l'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes deux procédures-là ne vont plus se déclencher sur un événement. Pourquoi Visual Studio les a tout de même laissées? Eh bien parce qu'il y a du code dedans. Donc il se dit, on ne sait jamais, peut-être que le programmeur veut garder le code. Donc plutôt que de supprimer, il va tout laisser et il va vous laisser vous débrouiller. C'est-à-dire qu'il va considérer que pour vous, ce sont peut-être des procédures non événementielles que vous avez envie d'utiliser autrement. Donc vous avez bien compris que il supprime la procédure que si elle est vide, si elle contient quelque chose, il ne la supprime pas. Et là, à partir de là, vous pouvez vous décider de supprimer. De toute façon, ce sont des procédures qui ne sont plus événementielles. Donc ça pose aucun problème de les supprimer. Je reviens dans le design, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, imaginons que vous supprimiez celle-ci de procédure. Alors attention, contrairement à la suppression que je viens de faire juste avant, celle-là est toujours liée à un événement. Hein. Si je reviens ici dans LBLTitre, vous voyez que j'ai toujours mon événement sur le clic avec le Event Handler sur LBLTitre click. Donc ça veut dire que celle-ci est toujours attachée à un événement. Donc si je la supprime sans passer par la suppression graphique de l'événement comme on a vu jusqu'à maintenant, et que j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer si je reviens dans le design? Voilà, je tombe sur une erreur, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien parce que dans le designer, il a toujours cette ligne, et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une erreur, hein, il ne comprend pas parce qu'il ne trouve pas aucune méthode d'extension. Il ne trouve pas la méthode LBLTitre-click et du coup il n'est plus capable de générer le design. Donc cette erreur, quand vous tombez là-dessus, souvent c'est compliqué, on se demande d'où ça vient. Bien, ça vient tout simplement de là, du designer qui n'est plus en accord, hein, qui contient des erreurs. Donc il suffit de trouver l'erreur dans le designer. Et puis là on a bien compris qu'on a supprimé une méthode événementielle qui n'a pas été supprimée ici. Alors c'est un des rares cas où effectivement il faut réparer l'erreur en supprimant du code dans le designer. En fait, très attention, ce genre de manipulation est dangereuse parce que quand on manipule le designer, on va à l'encontre de la logique de Visual Studio. Mais là, on a réparé une erreur qu'on avait fait en amont en supprimant une méthode événementielle alors qu'on ne l'avait pas supprimée proprement ici au niveau du code. Donc vous voyez que là, je suis revenu dans le design, tout est revenu à la normale, hein, c'est-à-dire que j'ai à nouveau l'affichage, je n'ai plus d'erreur. Donc voilà une méthode pour pouvoir corriger ce genre d'erreur. Il est temps maintenant de passer au code et même si on a commencé à voir un peu les manipulations des objets graphiques dans le code dans la vidéo précédente, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors au niveau du chargement du formulaire, ce qu'on aimerait c'est que cette zone soit vidée. Alors a priori elle est vide au départ, mais vous verrez plus loin que c'est toujours plus propre hein, de gérer ce genre de choses. Et puis on créera aussi des procédures non événementielles pour le gérer à plusieurs reprises. Donc, et on voudrait aussi que le focus soit placé sur cette zone. Alors c'est quoi le focus? C'est tout simplement le fait que l'utilisateur n'a même pas besoin de cliquer sur la zone,
le curseur est directement placé à l'endroit où on est censé l'attendre. Donc c'est vrai que dès le démarrage, ce qu'on a envie, c'est de mettre le curseur ici, de façon à ce que l'utilisateur puisse directement taper un titre pour pouvoir l'ajouter dans la liste. Donc je double-clique sur un espace vide pour pouvoir créer la procédure événementielle sur le chargement du formulaire. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est me positionner sur la zone de texte, donc sur le focus. Et avant de faire cela, alors ce que je vais faire, c'est plutôt vider le label, le fameux label qui est en bas, LBL titre.text, de façon à ce qu'il n'affiche rien. Alors comme la zone de texte, en fait, il est censé être vide. Il se trouve qu'il ne l'est pas. Hein. Il y a marqué label 2. On pourrait le vider dès le début, mais je préfère laisser un message dedans pour qu'au niveau de l'interface, on voit sa construction. Donc là, on a fait ce qu'il fallait au niveau du chargement. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est gérer au niveau du bouton ajouter. On veut que le titre qui a été saisi ici soit ajouté dans la liste. Alors, il suffirait, par exemple, de faire donc LST titre. C'est dans la partie des items, donc la liste des lignes qui sont dans LST titre. Il suffirait que je fasse add, il suffit que je fasse add et que je lui affecte donc le titre, donc txt titre. Voilà, point texte. Donc là, il suffirait de faire ça pour pouvoir ajouter le titre. Ce que je veux, c'est quand même vérifier que la personne a bien saisi un titre, hein, qu'il n'a pas directement validé sans avoir saisi avant quelque chose. Donc il suffit que je vérifie avant que ce titre ne soit pas vide. Et je veux, donc je pourrais très bien faire, voilà, txt titre, point texte, et vérifier qu'il est différent de vide. Donc là, évidemment, il me faut une accolade ouvrante, l'accolade fermante de la fin du test. Voilà. Ce que je veux, c'est aussi que le titre soit ajouté en majuscule. Donc, pour ça, il suffit que je fasse, par exemple, point to upper. Donc ça, c'est pour vous montrer toutes les possibilités, en fait, on peut gérer au niveau, enfin quelques possibilités qu'on peut gérer au niveau des objets graphiques. Hein. On peut faire énormément de choses sur les objets graphiques. Alors là, vous voyez que deux fois j'ai mis txt.text. Je peux très bien passer par une variable intermédiaire. C'est plus pour vous montrer les différentes possibilités. Hein. Donc je peux déclarer une variable locale titre qui va recevoir donc txt titre.text. Et je peux même m'amuser à faire ici directement to upper. Voilà. Et puis derrière, je peux tester du coup directement titre. D'ailleurs, au niveau des tests des chaînes, au niveau égalité, etc., ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt equals, qui est plus propre au niveau utilisation que juste le différent ou le égal. Donc là, évidemment, je veux pas le égal, je veux le différent, donc je mets un point d'exclamation devant. Donc si le titre n'est pas égal à une chaîne vide, à ce moment-là, il va être ajouté. Et évidemment, là, au lieu de mettre tout ça, j'ai juste à mettre titre. Voilà, donc vous voyez au passage qu'on peut déclarer des variables locales à un module pour pouvoir les utiliser. Et puis ce que je veux, c'est que dès que c'est ajouté dans la liste, et ben à chaque fois que le focus soit repositionné sur txt titre. Donc je refais focus de façon à ce que la personne puisse saisir le titre suivant. Alors, au niveau de l'interface, ok, dès que je vais cliquer sur ajouter, le titre va s'ajouter dans la liste. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est un truc assez pratique, c'est que la personne, lorsqu'elle saisit un titre et qu'elle appuie sur entrée, eh bien, que ça fasse la même chose que ajouter. Et ça, c'est possible avec, en gérant un événement sur la zone de texte. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente que quand on double-clique sur une zone de texte, vous voyez, il vous écrit text change. Et en fait, c'est pas cet événement qui m'intéresse. Donc, je vais le supprimer proprement comme on a eu l'occasion de le voir. Donc, je vais dans text change
et je supprime cet événement. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'événement Keypress. Et ça, justement, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai créé l'événement TXT Keypress en vous montrant comment ça marchait. Donc, il est déjà créé. Il est ici. Et ce que je veux sur le Keypress, c'est qu'il se passe la même chose que sur le bouton Ajouter. Et ça, c'est très simple. Il suffit d'appeler cette méthode-là. Mais attention, Keypress va se déclencher à chaque fois qu'on appuie sur une touche, hein, qui est une touche appuyée dans la zone de texte, et pas que la validation. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je vérifie si c'est bien la validation qui a été utilisée. Et pour ça, je vais tester. Alors c'est là qu'on va commencer à manipuler les paramètres des procédures événementielles. On a deux paramètres à chaque fois. On a le sender qui représente l'objet qui est concerné par l'événement. Donc là, il se trouve que c'est la zone de texte. Vous allez me dire à quoi ça sert puisqu'on sait sur quel objet on a cliqué. On verra plus tard dans une autre vidéo qu'on peut avoir très bien plusieurs objets regroupés avec des mêmes noms. Et là, on aura besoin de savoir quel est l'objet qui a été cliqué, qui a été utilisé par l'événement. Et on a un deuxième paramètre, c'est un KeyPressEventArgs qui contient en fait tous les arguments, hein, tous les paramètres qui concernent l'événement qui a été utilisé. Et entre autres, dans le cas d'un Keypress, on va pouvoir avoir quelle est la touche qui a été appuyée. Donc je vais utiliser E et je vais utiliser Keychar. Et ça va me retourner la touche qui a été utilisée. Et du coup, je vais pouvoir la comparer à quoi? Et bien, dans la classe Case, je pourrais mettre directement en fait le code ASCII, hein, mais faisons les choses proprement. Dans la classe Case, j'ai toutes les touches possibles et entre autres, j'ai la touche Enter. Alors par contre, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il vous dit impossible d'appliquer l'opération égale aux opérandes de type char et case. Parce que case.enter me retourne un case, mais que je peux convertir en char. Il suffit que je mette devant le transtypage char. Et là, vous voyez, tout de suite, il ne fait plus d'histoire. Il est content. Donc dans le cas où j'ai utilisé la touche validation, à ce moment-là, je vais pouvoir appeler la procédure btn ajouter. Et n'oubliez pas, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il faut mettre donc son nom complet, btn ajouter clic, et des paramètres. Et là, les paramètres, je ne les utilise pas, donc il suffit que je lui envoie nul et nul pour qu'il soit content. Donc, quand je vais valider dans la zone de texte, ça va faire la même chose que quand je clique sur ajouter. Alors, pour aller plus vite, je ne vais pas tester tout de suite, je vais continuer le code des différents boutons. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le bouton supprimer. Donc le bouton supprimer, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord vérifier. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer comment on sécurise le code. Donc comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur lors des exécutions suivant les manipulations que fait l'utilisateur. Donc on est d'accord que quand on supprime une ligne, il faut d'abord qu'une ligne soit sélectionnée. Et il peut très bien y avoir aucune ligne sélectionnée, voire une liste vide. Donc on va d'abord vérifier qu'une ligne est sélectionnée. Et pour ça, il suffit sur la liste LST titre, on va vérifier tout simplement si la propriété selected index contient une valeur qui est positive ou nulle, hein, puisque les index commencent à 0. Donc dans le cas contraire, elle contient en fait -1 si jamais rien n'a été sélectionné. Donc si il y a bien une ligne sélectionnée, donc si ce paramètre contient, si cette propriété contient autre chose que -1, à ce moment-là, je vais pouvoir supprimer la ligne. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, je vais tout simplement sur LST titre, sur les items, donc sur les lignes, sur les lignes qui sont contenues dans la liste, je vais utiliser la méthode removeAt qui permet en fait de supprimer, mais il faut savoir quel est le numéro de la ligne à supprimer. Et bien ça, je l'ai justement dans selected index. Alors attention, je ne peux pas taper directement selected index. Il faut que je lui dise sur quel objet. Donc je fais LST titre et je précise selected index. Donc il va récupérer le numéro de la ligne sélectionnée. Et puis ce numéro, bien, ça va lui servir à supprimer la ligne correspondante avec removeAt dans LST titre. Une fois que j'ai fait ça, je vais vider le label des titres parce que ce label va être rempli à chaque fois que je sélectionne une ligne
dans la liste, hein, puisque ça permet de voir quel est le titre sélectionné. Donc lbltitre.text, je vide. Dans le cas contraire, donc else, voilà, je vais tout simplement préciser à l'utilisateur. Je pourrais très bien ne rien faire, mais je veux juste vous montrer le message box. Donc je vais ouvrir une boîte de dialogue qui permet de signaler à l'utilisateur en fait qu'il faut qu'il sélectionne une ligne. Donc je fais un point show. Alors il existe, je fais une petite parenthèse là-dessus, vous voyez le 1 sur 21, c'est juste pour vous montrer qu'il existe des tas de versions du message box.show qui peut recevoir par exemple juste du texte, mais qui peut faire beaucoup plus de choses. Donc on peut rajouter par exemple des boutons, OK, annuler, etc. Donc des zones de saisie, etc. Donc là je veux juste un texte et je vais lui marquer sélectionner une ligne. OK. Alors, que s'il y ait une ligne sélectionnée qui a été supprimée ou non, quoi qu'il arrive après, je veux toujours me repositionner au niveau focus sur, la zone de saisie du titre, de façon à ce que l'utilisateur, que ce soit plus pratique pour lui, que l'utilisateur puisse passer à la saisie du titre suivant. Je vais passer maintenant à l'événement clic sur vider. Alors, vu que ça va d'un coup vider la liste, je préfère demander une confirmation à l'utilisateur, puisque vider la liste, ça va être très simple, hein, il suffit que je fasse lsttitre.items.clear, et là, ça va vider complètement la liste. Mais avant de faire ça, je préfère demander une confirmation à l'utilisateur. Alors, vous allez voir que c'est le même principe que le message box, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Donc là, je vais refaire un show et cette fois-ci, je vais utiliser donc une autre signature du message box. Je vais d'abord lui préciser la question à poser, donc le message qui va s'afficher. Donc vider la liste, point d'interrogation. Ensuite, je précise le titre qui va se mettre en haut de la message box. Donc je vais mettre par exemple confirmation de suppression. Ou confirmation, c'est puisque je mets vider, ça suffit. Et puis derrière, je lui précise en fait quels sont les boutons que je veux afficher. Donc ça, je vais les trouver dans message box buttons. Et si je fais un point, vous voyez que j'ai soit bouton yes no, soit OK cancel, soit yes no cancel. Enfin, il y a plusieurs possibilités de combinaison de boutons. Je vais faire un OK cancel par exemple. Et là, je vais évidemment vérifier si le résultat de l'appel de ce message box, si c'est égal au bouton OK, parce que je vais supprimer, que si c'est pour le bouton OK. Alors vous voyez que par défaut, il s'est mis sur dialog result, c'est bien ce que je veux. C'est le résultat, je veux vérifier si c'est OK. Donc dans ce cas, si jamais... Alors il faut que je rajoute la collade. Si jamais il a cliqué sur OK dans la boîte de dialogue, à ce moment-là, effectivement, alors j'ai fait une bêtise, non c'est bon, donc si jamais il a cliqué OK sur la boîte de dialogue, effectivement, je vais pouvoir vider la liste. Une fois que j'ai vidé la liste, je n'oublie pas de vider le label correspondant. Et puis, quoi qu'il arrive, que la liste soit vidée ou non, je remets comme d'habitude le focus sur la zone de texte pour que l'utilisateur puisse taper donc le titre suivant. Il ne me reste plus qu'à gérer un événement, c'est si jamais on change de ligne, si on sélectionne une ligne dans la liste. Donc si je double-clique, effectivement il me prend Selected Index Change parce que c'est l'événement par défaut qui est le plus logique sur les listes. C'est qu'on sélectionne effectivement une autre ligne. Alors pourquoi je gère cet événement? Parce que ici, lorsque on sélectionne une ligne, je veux que le label soit mis à jour. C'est-à-dire qu'en fait le label, je veux qu'il affiche à chaque fois la ligne qui est sélectionnée. Donc pour cela, eh bien, il suffit que je fasse donc un lbltitre.text et celui-là va réceptionner en fait la ligne sélectionnée. Donc pour cela, il suffit que je fasse lsttitre. Et cette fois-ci, je prends selected item
qui va me donner carrément le texte qui a été sélectionné. Et là, vous voyez qu'il n'est pas content. Alors pourquoi il n'est pas content? Parce que impossible de convertir implicitement un objet en string. Parce que selected item, c'est vrai que c'est l'item qui est sélectionné, mais pour lui, ce n'est pas vraiment de type string, donc il suffit de le convertir en string. Et là, vous voyez, il est content. Alors évidemment, je vais faire ça que si il y a vraiment une ligne sélectionnée, parce que le selected index change, ça peut venir aussi du fait que tout a été désélectionné, par exemple que la liste a été vidée. Donc toujours pareil, je contrôle quand même d'abord que j'ai bien un selected index qui est différent de -1 avant de pouvoir remplir le label correspondant. Donc là, je mets tout ça dans un test. Voilà. Et comme d'habitude, quoi qu'il arrive après, je remets le focus donc sur la zone de texte. Voilà, a priori le code est terminé, en tout cas pour cette première étape. Donc je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Alors vous remarquez que par défaut il est de toute façon positionné sur la zone du texte. Donc si jamais je tape un titre et que je fais valider, vous voyez qu'il s'est mis en majuscule et directement dans la liste, et que je suis positionné sur la zone de texte. Alors, ce que j'aimerais, ce que j'ai oublié de faire, c'est que ce serait bien que la zone de texte soit supprimée, effectivement, soit vidée à chaque fois que je me repositionne dessus. Donc là, pour cela, je vais devoir ajouter txt-titre.text vidé à chaque fois que j'ai le txt-titre.focus. Donc pour le moment, je vais le faire comme ça, mais vous allez comprendre. Quoique non, je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt vous montrer l'optimisation directement, mais ça, je vais le faire dans un deuxième temps. Donc là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'exécution. Donc on avait ajouté un titre, en validant, il s'ajoute correctement. Donc si jamais j'ajoute un autre titre, mais cette fois-ci, en utilisant le bouton ajouter, vous allez voir que ça fonctionne aussi. Si j'essaye de supprimer alors qu'aucune ligne n'a été sélectionnée, il me dit de sélectionner une ligne d'abord. Si jamais je sélectionne une ligne, alors je vais en ajouter un autre. Donc par exemple, donc j'ajoute un autre titre en validant, voilà. Donc si je sélectionne un titre et que je fais supprimer, alors remarquez au fait que à chaque fois que je sélectionne un titre, il est sélectionné en bas. Donc si jamais je fais supprimer, vous remarquez que la ligne a été supprimée et que le label a été vidé en dessous, donc ça fonctionne très bien. Si jamais j'ajoute à nouveau le titre, voilà, il s'est ajouté correctement, mais comme aucune ligne est sélectionnée, le label est toujours vide en bas. À chaque fois que j'en sélectionne un, effectivement, le label se remplit. Alors, par contre, si je fais vider, donc il vous demande une confirmation. Si je fais annuler, il ne se passe rien. Par contre, si je fais OK pour vider la liste a été vidée et le label a été supprimé. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est, dans un premier temps, d'optimiser le code. On va d'abord optimiser le code tout simplement en s'apercevant que le txt-titre.focus apparaît un petit peu partout et on aimerait qu'il soit mis dans un module séparé et on verra l'utilité de le mettre dans un module séparé, c'est en particulier parce qu'on va aussi rajouter du code et parce que tout simplement on va vider txt-titre à chaque fois avant de mettre le focus dessus. Donc on pourrait très bien faire comme dans la vidéo précédente, donc créer un module à la main, mettre le code dedans. L'autre solution, c'est de faire la sélection du code que l'on veut sortir dans une méthode non événementielle et d'utiliser les outils de Visual Studio. Donc si vous faites un clic droit, vous voyez qu'il vous propose entre autres action rapide et refactorisation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez extraire une méthode et regarder ce qui apparaît à côté. C'est qu'il va remplacer txt-titre.focus par new method, tant qu'on ne donne pas un autre nom. Et il va créer une méthode non événementielle, new method, dans laquelle il va mettre txt-titre.focus dedans. Donc si je sélectionne cette solution, alors il vous demande d'abord de renommer new method. Vous pouvez, comme
à chaque fois qu'on demande de renommer par la refactorisation, on peut demander à ce que les commentaires soient renommés, les chaînes qui contiennent le même nom soient renommées, et puis même voir l'aperçu avant d'appliquer les modifications. Donc là, on n'a pas de commentaires ni de chaînes qui ont ce nom-là. Donc je peux directement cliquer ici et modifier le nom. Donc là, je vais mettre... alors, on va l'appeler... Alors, attendez, je me trompe, c'est ici qu'on fait la modification. Non, c'est... Je vais donc saisir un nouveau nom à ce niveau-là. Donc là, je vais par exemple l'appeler gestion zone saisie. Gestion... Alors vous remarquez qu'il me change le nom absolument partout. Hein. Enfin, les deux endroits en surbrillance sont modifiés en même temps. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Et là, vous voyez qu'il m'a bien mis gestion zone saisie aux deux endroits et qu'il a recopié donc, le code à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, il n'a pas fait pour le reste parce que j'avais fait la modification qu'ici. Donc il suffit tout simplement que je mette ce code à chaque fois que j'ai donc ce TXT focus dans les différentes méthodes événementielles. Donc voilà, je mets là, ici, ici aussi, ici, et voilà. Donc là, c'est une première étape d'optimisation du code où vous voyez comment il peut générer automatiquement. Alors, si j'avais eu plusieurs lignes de code, il suffisait de faire un bloc autour de toutes les lignes de code et il m'aurait créé une procédure événementielle avec plusieurs lignes de code. Du coup, là, je peux enfin apporter l'optimisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai envie à chaque fois, avant que le focus soit placé sur la zone de texte, je veux tout simplement que la zone de texte soit vidée. Parce que comme ça l'utilisateur peut directement taper un nouveau titre. Donc ça veut dire aussi que c'est plus la peine de vider la zone de texte ailleurs dans le code. Donc à chaque fois que je trouve la zone de texte qui est proposée, voilà, ici par exemple, on propose de la vider, vu que j'appelle gestion zone saisie juste après, ça sert à rien évidemment de la vider à cet endroit-là, et je crois qu'il n'y a que là que c'était fait, effectivement. Donc je peux retester l'application et cette fois donc si je tape un titre et que je valide, vous voyez qu'il se repositionne sur la zone de texte et il l'a vidé. Donc je peux continuer à taper et là à chaque fois il vide la zone et si jamais je sélectionne, j'ai bien donc le nom qui apparaît en bas. Si je fais et vous voyez à chaque fois, même si j'ai sélectionné une ligne, le curseur se remet sur cette zone-là. Si je fais donc supprimer la ligne est supprimée, mais le curseur est repositionné, et à chaque fois la zone donc de texte est vidée. Même si elle est déjà vidée, elle est revidée à nouveau, mais ça c'est pas très grave. Hein, l'idée c'est effectivement de faire en sorte que on ait une sécurité, c'est-à-dire que la zone de texte vidée et le curseur repositionné dessus. Alors, en parlant de sécurité, on va faire en sorte aussi, enfin je vais vous montrer la propriété enable qui est bien pratique, qui permet en fait de rendre inaccessibles certaines zones, de façon à ce que l'utilisateur ne puisse pas faire certaines actions suivant les moments de l'utilisation. Donc par exemple, au chargement du formulaire, on sait que la liste est vide, et ce qu'on veut, c'est que le bouton supprimer ne soit pas accessible, ni le bouton vider d'ailleurs. Donc on va travailler sur le bouton supprimer pour que vous compreniez bien le principe. Donc je vais arrêter l'exécution, et donc au chargement du formulaire, donc ici, ce que je veux, c'est que le bouton supprimer, donc supprimer, donc sa propriété enable soit à false. Donc ça veut dire qu'au chargement, eh bien, je ne pourrai pas cliquer sur le bouton supprimer, ce qui est assez logique puisque il n'y a pas de ligne dans la liste. De même, après avoir supprimé une ligne, on est d'accord qu'il n'y a plus aucune ligne sélectionnée. Donc à partir du moment où je supprime une ligne, le bouton en fait il doit être accessible que lorsqu'une ligne est sélectionnée. Donc du coup, après avoir supprimé, eh bien, je veux que mon bouton supprimer, pareil, enable,
soit à false. Alors vous êtes d'accord que je devrais aussi créer une procédure dans l'événementiel pour faire ça. C'est plus pour vous montrer là pour le moment comment va fonctionner ce enable et voir ensuite la démonstration. Alors de même évidemment quand je vide la liste, c'est pareil, il faut que mon bouton supprimer ne soit plus accessible, donc enable à false. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on le rend accessible? Eh bien on va le rendre accessible à partir du moment où on a sélectionné une ligne, hein, qu'il y a bien une ligne sélectionnée, et d'ailleurs qu'on l'affiche dans le label. Donc à ce moment-là, mon bouton supprimer, le enable va passer à vrai. Voilà, alors on va tout de suite tester, voir si ça fonctionne. Vous voyez qu'au chargement, le bouton supprimer n'est pas accessible. Donc ça permettrait même d'éviter de tester si une ligne a été sélectionnée. Donc si jamais je tape un titre et que je valide, il est toujours non accessible. Par contre, dès que je sélectionne un titre, à ce moment-là, je peux accéder à supprimer. Donc je tape un autre titre. Voilà. Si jamais je fais supprimer, vous voyez qu'il est à nouveau plus accessible. Si je reclique, il est à nouveau accessible. Par contre, si je vide et que je fais OK, il est à nouveau plus accessible. Donc ça répond bien à mes attentes. Et vous voyez que par ce genre d'utilisation de la propriété enable, j'arrive en fait à gérer un certain nombre de restrictions sur les manipulations de l'utilisateur. Et ça peut être bien pratique pour pouvoir limiter les erreurs de manipulation. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'était pour aller un petit peu plus loin quand même sur ces problèmes d'événements et des créations de procédures événementielles qu'on n'arrive pas à supprimer correctement. Donc pour que vous ayez bien compris la logique, et aussi donc pour la position du focus, la gestion du enable et globalement comment on gère de façon un peu plus poussée les objets graphiques dans le code.